Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un petit débriefing sur le Chronos de la Team Coralie. Débriefing après avoir roulé 2 packs avec la machine. Donc pour rappel, c'est un véhicule RTR, Ready to Run. Donc en fait, le principe, vous le sortez du carton et vous pouvez rouler avec la machine. Donc avant d'avoir commencé à mettre les packs et d'être parti rouler, la première chose que j'ai fait, en fait j'ai fait le tour complet de la machine et j'ai resserré toutes les vis. Ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo pour m'assurer que malgré que ce soit sorti, enfin, que justement parce que c'est sorti d'usine, il n'y a pas trop de soucis. Donc là, après 2 packs de à peu près 15 minutes, on va faire un petit check-up pour regarder si rien n'a bougé, si les vis n'ont pas bougé, si voilà, s'il y a du jeu, s'il y a un petit souci ou pas. Ça permet déjà de faire un point sur la machine. J'aime bien faire comme ça parce que ça évite d'avoir une mauvaise surprise voilà, très rapidement. Et puis du coup, je vous donnerai aussi mes premières impressions après 2 packs et ce que je vais faire pour changer ou pas le comportement de la machine par rapport à mes impressions après ces 2 premiers packs. Le premier pack a été très simple, très basique, hein. C'était le premier pack on pourrait dire de rodage, même s'il n'y a pas vraiment de rodage, mais tranquille. Le deuxième pack a été plus violent, avec des sauts un peu plus hauts, j'en étais un peu plus dur sur la gâchette, et donc je me suis pris quelques belles pelles. Ça a permis de constater aussi, de voir un petit peu les points fragiles ou pas de la machine. Donc on va commencer ça. Première chose, déjà on va enlever toutes les roues. Donc, alors le temps que je démonte, ce que je peux déjà dire au niveau impression de la voiture après 2 packs. C'est, alors toujours de mon point de vue, hein, de petit modéliste, voilà, qui a eu plusieurs voitures, c'est pas une voiture à mettre dans les mains de débutants ou de personnes qui sont habituées à être à fond sur la gâchette. C'est une voiture violente. Pour rappel, elle fonctionne en 6S. Donc je ferai une vidéo à part sur les différents types d'accus, la puissance des accus. Donc elle fonctionne en 6S, enfin en 4 ou 6S, mais elle est conçue pour fonctionner en 6S. Donc en 6S c'est relativement puissant. Vu la taille du moteur, ça envoie assez fort. Donc en fait, cette voiture en 6S, à aucun moment je n'ai pu mettre les gaz à fond. À aucun moment, puisque dès que vous mettez les gaz à fond, le nez se lève, ou si vous n'avez pas suffisamment d'élan, elle fait carrément le vide sur elle-même. Donc il faut vraiment faire attention à ça. C'est une voiture qui est puissante, nerveuse, agressive. Donc faut surtout pas mettre ça entre toutes les mains. C'est pas une voiture à prendre comme première voiture pour débuter le RC ou pour débuter le Monster Truck ou le Muggy. Il y a d'autres modèles de voitures, ou alors cette voiture-là, mais la mettre absolument en 4S, changer le pignon pour la rendre plus calme, et pourquoi pas changer le punch au niveau de la radio, dans les réglages du variateur, pour pas qu'elle parte tout de suite à pleine balle, parce que là, vous allez... Cette voiture-là, pour un débutant un peu trop violent sur la gâchette, vous allez tout de suite partir à la casse et vous allez casser tout un tas de trucs, quoi. Ça a beau être costaud, en théorie, et ça on y reviendra dans les prochaines vidéos, ça a beau être costaud, faut y aller mollo quand même, quoi. C'est assez violent. Donc voilà, j'ai enlevé les roues. Bon, rien d'anormal, normal, hein. Enfin rien d'anormal, normal, sans faire de jeu de mots, puisqu'elle a quand même que 2 packs. Si on fait un point de check-up de la carrosserie après 2 packs, je me suis pris pas mal de pètes, enfin 2 gros pètes. J'ai juste un petit trou ici qui a été percé, qui permet de se rendre compte que le Lexan est très épais. Donc on sent bien que c'est très rigide. Bon, il y a quelques rayures, en fait, voilà. Là j'ai un pet ici, hein, au bord vraiment au bord, ici et là, vraiment au début du nez. Ce qui correspond, si on regarde dessous, à pile poil, le niveau, la tête des amortos. Donc en fait, la carrosserie a tout simplement plié, tapé, et puis voilà, ça fait un empreinte ici. Mais hormis ça, ça n'a pas bougé, heureusement, après juste 2 packs. Alors je précise que j'ai fait le nettoyage avant, hein, pour éviter de faire une vidéo et de m'en mettre plein les doigts, et voilà, j'ai fait un nettoyage avant. Nettoyage sans rien démonter, hein, avec les chiffons, le coton-tige. J'ai pas fait de grand nettoyage, puisque le principe, je voulais rien démonter pour pas avoir à revisser derrière, puisque je voulais qu'on voit ensemble lors de la vidéo qu'est-ce qui avait pu se dévisser ou pas. Alors, au niveau, on va continuer avec... Je vais enlever quelques hexadros pour voir un petit peu les roulements, comment ils sont. Hop. La petite goupille. Hop. Alors, la petite boîte à vis, hein, très pratique pour pas perdre les vis. Donc on est en hexa 17.
L'Hexat 17, c'est la taille des hexagones pour pouvoir mettre les roues. Ce sont ces petites pièces-là. Voilà, on a des toutes petites pièces comme ça. Donc on voit le papy sur lequel vient se fixer la roue. Et à l'autre bout, on a un hexagone de 17 pour 17 mm. Il y a plusieurs hexagones, hein. Il y en a des plus petits. Alors 17, c'est une taille très courante. Il y a sur certaines gammes, les gros, on trouve parfois du 21, du 24 de mémoire, et puis des plus petits en fonction de l'échelle de la voiture. Mais les plus courants, c'est les 14 et les 17. Ce qui vous permet, quand vous achetez, vous changez votre train de pneus parce que vous voulez d'autres jantes ou d'autres pneus, la première chose à faire, c'est de s'assurer que ce que vous achetez correspond bien aux hexagones de votre voiture. Parce que s'il faut commencer à mettre des adaptateurs, bon, on s'en sort plus, quoi. Alors, il existe des adaptateurs, hein, mais le mieux, c'est quand même de pouvoir avoir... ou alors, il faut changer les hexagones. Et à ce moment-là, on s'assure bien que le trou des hexagones va bien correspondre. Ah, oui, il faut que j'oublie la goupille, parce que si j'oublie la goupille, ça ne peut pas venir. Hein. Ça, vous allez me dire que c'est normal. Un peu pour lui. Alors. Ah. Première goupille assez dure. Ah. Donc là, vous voyez, par exemple. Et là, maintenant, forcément, j'ai pas ma pince. Si. Première goupille légèrement dure. Bon, normalement, c'est une goupille qui devrait s'en aller toute seule, assez facilement. Bon. Ok. Donc pourquoi j'enlève ça? Alors oui, comme je disais tout à l'heure, on peut changer le diamètre de l'hexagone, mais il faut s'assurer que le trou qu'on a ici corresponde au diamètre de vos fusées qu'on a sur la voiture ici. On voit bien, voilà, au niveau de mon gros pif, on voit voilà, au niveau que le diamètre correspond là. On ne va pas commencer à diminuer le diamètre des fusées, etc. Alors pourquoi on a enlevé les hexagones? Première chose, pour voir un petit peu les roulements dans les portes-fusées, voir un petit peu la tête des roulements. Alors, comme ça d'aspect, après 2 packs, alors je rappelle, il n'y a que 2 packs, hein, donc heureusement que c'est pas tout déglingué, etc. Mais c'est très propre. C'est propre, c'est pas abîmé, il n'y a pas de flotte, il n'y a pas de graisse, les flasques sont bien en bonne position, etc. Donc ça n'a vraiment pas bougé. Bon, ce qui est vraiment plutôt logique, hein, on est d'accord, mais c'était pour vraiment s'assurer. Alors, hop, j'en profite. Il y a un petit coup de lubrifiant silicone. Lubrifiant silicone, hop là. Pour que tout ça tourne bien. Voilà, ça fait pas de mal. Faut pas avoir gré au produit. Alors il y a plein de produits, il y a les MO, il y a les WD-40, on aime pas, ils sont gras, ils sont pas gras. Bon, moi j'ai toujours utilisé la gamme WD-40, bon voilà. Donc déjà, bon, au niveau du roulement, pas de souci. Là, en démontant une roue, je me suis aperçu de quelque chose. En fait, si je bloque complètement mon cerveau, ma porte-fusée à droite ne bouge pas. Enfin, il y a un très léger mouvement et c'est rien du tout. Ma direction, on va dire, est précise par rapport au gabarit du véhicule. Par contre, si je viens à gauche, on a du jeu. Il y a un jeu qui est apparu. Alors, je vais enlever les roues. Il y a un jeu qui est apparu. Ah, on a donc un jeu qui est apparu ici. Vous voyez, là, on le voit, là. Là, et on voit tout de suite d'où est-ce que ça vient. C'est la fixation de la biellette sur la barre d'Ackerman qui a pris du jeu. Au bout de 2 runs, pour précision, enfin pour rappel, hein, j'avais fait le tour de toutes les vis. Alors, sauf si je l'ai oublié au déballage, mais il me semble que non. Bon. Donc là, cette vis-là a pris du jeu. Alors c'est pas bien grave, hein. On resserre, on n'en parle plus. Mais quand même. Alors, on serre, enfin on bloque, mais ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Puisque, hop, donc bon, là ça devrait être bon. Ouais, bon, ça a un petit peu bougé. Bon, enfin, c'est un peu serré, voilà. Bon. Donc au niveau du train avant, là, il y a un petit peu aussi. On a un petit peu de jeu aussi à ce niveau-là. En fait, les deux ont dû bouger un petit peu, oui, effectivement. Pas grand-chose. Là, on a le jeu, mais c'est un jeu normal, il n'y a pas de souci. Au niveau morteau, il n'y a pas de mouvement, non. Bon.
Quand j'ai nettoyé, de toute façon, j'avais déjà fait un petit check-up, j'avais vu que cette partie-là, enfin, que ce... Là, il n'y a pas rien de particulier. Donc voilà, donc... Ce que je fais, le mouvement de hauteur, pas de souci. On va faire un petit check-up des vis dessous, pour s'assurer qu'on n'a pas de problème. Parce que les vis, comme ça, qu'il n'y ait pas de changement, que ça ne bouge pas. Voilà, il y a eu un dixième de tour. Là, il n'y a que dalle. Ok. Je le répète, hein. Je le répète, pardon. Je le répète pas, non, je ne répète pas, je le répète. Heureusement, effectivement, enfin bon, un petit peu, qu'il n'y a pas de vis complètement desserrées. On n'a fait que 2 packs. Mais bon, à savoir que c'est assemblé à la chaîne. Ah, ok, ça c'est dans le vide, c'est normal. Et qu'on n'est jamais trop prudent. Et je préfère vérifier tout ça pour être sûr de ne pas avoir de mauvaise surprise. Il n'y a rien qu'à bouger. C'est très très bien. Rien à bouger. C'est impeccable. Bon. Rien à bouger. Alors, la seule chose que j'avais constatée, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai nettoyé, c'est effectivement cette porte fusée qui avait pris du jeu. Bon, voilà, c'est tout. Mais le reste, en nettoyant, j'ai forcément tout bougé, j'ai rien constaté. Donc maintenant, on va pouvoir aborder le point un peu plus comportement de la machine et solutions pour pouvoir y remédier. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est vif, c'est très vif, c'est rapide, c'est puissant, c'est donc très très agréable. On a quelque chose vraiment qui respire la puissance, c'est super agréable. Vous appuyez à peine sur la gâchette, ça lève ou ça fait carrément un looping sur place. Mais c'est pas forcément ce qu'on demande, puisque quand c'est un véhicule de bâche, donc un véhicule qui est censé rouler sur une piste en terre, rouler dans un chemin, rouler dans de l'herbe, rouler pourquoi pas dans un peu de boue. Donc l'idéal, pour que ça se passe bien, c'est d'avoir les 4 roues sur le sol. Or, si vous appuyez, alors soit vous appuyez à peine sur la gâchette et effectivement vous avez tout le temps les 4 roues sur le sol, sauf que vous vous traînez un petit peu, et puis dès que vous mettez la sauce, hormis être progressif et partir doucement, et effectivement au bout d'un moment, là vous pouvez vraiment mettre la sauce et vous serez les 4 roues sur le sol, mais à ce moment-là vous êtes parti pour faire 70 mètres de long, voire 100 mètres. Or si on prend comme beaucoup de gens, on roule dans un chemin, on roule dans un champ, on roule devant chez soi sur un carré de pelouse, ou moi j'ai un grand terrain, mais l'équivalent d'un demi-terrain de foot, hein, un peu bosselé et un peu tout ça, si je veux mettre plein gaz, je peux pas mettre plein gaz. Même en partant doucement, si je pars doucement, j'arrive en diagonale, je suis dans la haie, j'ai pas mis plein gaz. Et si je pars trop vite, il se lève et voilà. Donc plusieurs solutions, mais il y a plusieurs choses à faire. Donc la première chose, c'est descendre en 4S, comme certains font. Certains roulent avec le chrono sans 4S. Donc c'est-à-dire avec un LiPo 4S. Un LiPo 4S, il a donc moins de voltage que le LiPo 6S. Je fais exprès de ne pas rentrer en détail sur la puissance des accus, puisqu'on aura une vidéo dédiée là-dessus. Mais moi, le véhicule, il est destiné à rouler en 6S. J'ai des accus 2x3S. Je branche 2 accus 3S. Donc j'obtiens un total de 6S, ça me permet de rouler. Et puis l'intérêt du 6S, c'est de pouvoir essayer d'exploiter la puissance au sol. C'est bien de mettre un accu 4S. Moi, je préfère rester en 6S. Et par d'autres astuces, essayer de calmer légèrement le véhicule, surtout peut-être au démarrage, pour pouvoir avoir un peu moins de nervosité. C'est ça son problème. Une fois que vous êtes lancé, vous êtes à 20-30% de la courbe de la vitesse, dès que vous mettez un coup de gâchette, il y a beaucoup moins le phénomène. Il se lève encore, mais c'est beaucoup plus contrôlable qu'au départ. Donc première chose à faire, passer en 4S, mais ça c'est pas mon trip, ça m'intéresse pas. Deuxième chose, on peut aussi sur la radio, parce qu'il y a la mer, sur la radio, que voici, hein, alors radio relativement légère, alors après 2 packs, ce que je pourrais en dire, la direction avec la mousse, ça me va bien, le bouton on-off ça va, je trouve la gâchette très très molle. J'aime bien les gâchettes un peu plus dures. Je trouve ça un peu mou, quoi. J'aime bien avoir à forcer un peu plus sur la gâchette. Que ce soit en accélérant pour la marche avant, donc en tirant vers moi, ou en poussant pour freiner. Je trouve ça mou. C'est un peu mou. C'est trop mou pour moi. À voir si le ressort peut pas. Bon, je regarderai un petit peu s'il y a moyen de faire quelque chose, mais je trouve ça un peu mou. Hormis ça, elle est légère, elle est sympa. Bon, voilà. Donc la radio, c'est ni plus ni moins qu'un potard, enfin des potentiomètres et d'électronique, on ne peut pas faire grand chose dessus. Par contre, au niveau du variateur, il y a plein de réglages possibles. Le variateur, ou ESC, c'est le petit carré rouge, qu'on voit là. Hein. Donc, dans une vidéo dédiée, on en parlera aussi plus en détail. Lui, on peut faire tout un tas de réglages.
On peut d'ailleurs lui régler, pour parler français, la nervosité de démarrage, c'est-à-dire que la puissance qu'il va développer en départ, on va dire en départ arrêté. Le véhicule est arrêté, j'appuie sur la gâchette, il y a 5 niveaux de réglage possibles. Si j'appuie qu'il est au niveau 1, il va partir plus calmement que si je le mets au niveau 5. Si je le mets au niveau 5 et que j'appuie sur la gâchette, là je pars tout de suite en toupie. De base, il est à 3. Donc on pourrait très bien le descendre à 2 voire à 1 pour le calmer. Donc ça je ferai l'essai aussi pour voir s'il y a une grosse différence et si c'est suffisant ou pas. Et surtout si ça le calme que pour le démarrage. Parce que s'il met 20 mètres à retrouver un peu ses tours, bon, il faut vraiment que ce soit... l'idée c'est de le calmer vraiment en entrée de jeu. Quelque part le calmer sur les quelques degrés de la gâchette et puis tout d'un coup pouvoir partir, quoi. Cette solution là est à voir. On peut aussi travailler sur l'huile qu'il y a dans les différentiels arrière et devant et le différentiel central. L'huile dans les différentiels, le différentiel permet quoi? Permet, alors là j'ai pas les roues, mais si je mets une roue, donc là c'est pas lié au RC, hein, c'est pas, ah bah j'ai pas les exemples, forcément c'est pas l'eau. C'est le différentiel, quand je tourne vers l'avant au niveau de ma roue, celle-ci tourne vers l'arrière. Quand je tourne, voilà, le différentiel sert à ça, sert à pouvoir envoyer la motricité sur une des deux roues. On n'est pas sur un arbre fixe. Un arbre fixe, pour se faire une représentation, vous imaginez une roue, enfin 2 roues avec un arbre fixe. S'il y a une roue qui est bloquée, l'autre est bloquée, puisqu'on est sur un arbre fixe. Et si vous continuez d'accélérer, la roue, si elle est bloquée, ça va péter ailleurs, enfin voilà. L'intérêt du différentiel, quand la roue est bloquée, l'autre continue de tourner. C'est là le grand intérêt. Donc on a donc un différentiel avant, un différentiel arrière, pardon, et un différentiel avant, pour avoir le même principe. Si cette roue ici est bloquée, celle-ci va continuer de tourner, et donc les deux autres devant aussi. Si celle-ci est bloquée, même principe, celle-ci va tourner, les deux autres derrière. Le différentiel central, c'est la même chose, mais vis-à-vis des trains. Si ce train-là est bloqué, celui-ci va continuer de tourner, et vice-versa, si ce train-là est bloqué, celui-ci continue de tourner. Et là, on peut aller un peu encore plus loin, c'est qu'on n'est pas obligé forcément de raisonner en roue bloquée. On va prendre le cas de l'avant. On est en train de rouler, on va tourner du côté gauche, donc ma voiture va avoir tendance à plonger du côté gauche. Donc la voiture va s'écraser de fait de son poids et de la gravité, va plonger vers le côté gauche, vers le côté droit, pardon, puisqu'on veut tourner à gauche. Donc elle va s'écraser à l'extérieur sur la roue avant. Ce qui va se passer, c'est que la roue qui est à l'intérieur, donc la roue dans notre cas qui est à gauche, va légèrement être délestée, va donc être complètement délestée, et en fonction de la vitesse à laquelle vous prenez votre virage, de la taille des pneus, du ballonnage des pneus, de tout un tas de choses, on peut se trouver avec une roue à l'intérieur qui soit complètement ou pratiquement en dehors du sol, en fait, qui tourne dans le vide très vite et qui finissent d'ailleurs par ballonner. Ce qu'on appelle le ballonnement, c'est que le caoutchouc se déforme. Et c'est très fréquent en buggy ou en monster, voilà, dans un virage, le véhicule plonge à l'extérieur et la roue intérieure se lève et donc se met à ballonner et prend des tours. Elle prend des tours et elle absorbe toute l'énergie du véhicule. C'est-à-dire que toute la motricité qu'on avait sur nos roues, grâce au différentiel, va partir sur la roue qui est à l'extérieur et qui elle demande qu'à tourner. Et donc là, on perd de la motricité. Donc lui, dans ces différentiels-là, dans les 3 différentiels, nous permet de compenser ça ou de l'accélérer en fonction de ce que l'on veut faire. Si je mets une huile très dure, je vais me rapprocher, alors je dis bien me rapprocher du phénomène de la barre fixe. Donc, quand je vais tourner, mon véhicule aura beau s'écraser, cette route-là va tourner, mais mes 2 roues vont tourner à la même vitesse. Puisque là, je n'ai plus d'huile et j'ai vraiment une barre fixe. Donc ça peut être intéressant, puisqu'effectivement, ma roue est plus ou moins levée, et là je suis plus ou moins écrasé, mes roues tournent à la même vitesse, je ne perds pas de motricité. Par contre, je vais avoir du mal à tourner. C'est à ça que sert aussi le différentiel. On risque d'avoir énormément de mal à tourner et d'avoir tendance à tourner sur très long et limite même avancer tout droit. Donc c'est pour ça que dans un différentiel avant, on essaye, il faut trouver le bon compromis pour avoir quelque chose qui vous laisse de la motricité sans vous handicaper au niveau de votre virage. Le différentiel arrière, même principe sauf qu'on n'a pas de direction, c'est pour conserver de la motricité sur une réception, quand on décolle, s'il y a une roue qui est un peu dans le trou, etc. Mais ça permet aussi de travailler sur le glissement du train arrière. La bonne sélection de l'huile et les différents essais au niveau de l'huile peut vous rapprocher d'un train qui aura tendance à
très peu glisser ou au contraire glisser. Et ça peut donc être assez sympa de se dire, je vais essayer de rendre le diff avant plus dur pour avoir le moins de perte de motricité dans mes virages. Par contre, je vais tourner un peu moins bien, mais à côté de ça, de mettre mon arrière plus fluide, de mettre mon arrière de façon à ce qu'il ait tendance à glisser plus facilement. Donc, je vais provoquer un glissement de l'arrière pour aider le train avant dans la direction. Bon, après, là, c'est un peu technique, il faut faire des essais, tout en travaillant sur le différentiel central, pour savoir où je dois mettre la motricité. Plus vers l'arrière, plus vers l'avant, ou essayer d'avoir quelque chose de très très dur. Souvent, dans les diffs centrales, on met de l'huile relativement dure, pour vraiment ne pas perdre de motricité, en fait, que toute la motricité aille, voilà, c'est-à-dire que si mon avant a tendance à se lever, bah, que j'ai la motricité sur l'arrière, mais tout en gardant un peu d'avant dès que ça pose, et vice-versa, quoi. Donc il y a un travail à faire sur les huiles, donc il y a plein de possibilités à faire. Et au niveau des amortisseurs, toujours dans notre cas où le véhicule a tendance à se lever, alors on ne va surtout pas durcir les amortisseurs, parce qu'on aurait tendance à dire je vais durcir mes amortisseurs comme ça il ne va pas se lever. Bah non, c'est l'effet inverse. Imaginez que les amortisseurs soient des tiges, encore une fois des tiges, dès que vous allez mettre la sauce, ça va se lever, puisque l'énergie provoquée par l'accélération ne va pas être absorbée par les amortisseurs. Donc dans notre cas, si on veut diminuer le phénomène de levée du véhicule, du nez du véhicule en accélération, on va plutôt tendance à mettre les amortisseurs arrière plus mous, plus souples, de façon à ce que l'amortisseur absorbe l'énergie du démarrage un peu brutal en fait. Donc ces petits points. Et autre point, le moteur. Le moteur, qui est donc ici, qui a un rapport, ce qu'on appelle un rapport pignon-couronne. Vous avez le pignon, c'est le petit engrenage qui est sur le moteur, donc il est en 13 ans, et vous avez la couronne. La couronne, c'est le gros engrenage qui est beaucoup plus grand, qui est sur le différentiel, et donc ces deux pignons-couronnes font ce qu'on appelle un rapport, et c'est ce qui envoie la motricité. Là, tel qu'il est là, il est sur un pignon de 13, donc avec ce combo, alors le combo c'est le variateur, ce qu'on appelle un combo c'est l'ensemble variateur-moteur, avec ce combo sur cette voiture-là, il y a plusieurs pignons possibles. On peut descendre en pignon. Donc là, je suis à 13, donc on peut descendre à 12, voire à 11. Alors, après, à voir si techniquement c'est utile ou pas, mais il y a possibilité de descendre et on peut monter. Je suis à 13, je peux monter à 14, voire 15. Alors peut-être même un peu plus. Il faut regarder effectivement sur la notice, on doit peut-être monter un peu plus. Alors qu'est-ce que ça provoque? C'est un peu comme le vélo avec voie derrière. Si je mets un pignon plus petit, je vais mettre un pignon plus petit, donc je vais descendre à 12, voire à 11, voire à 10. Je vais tirer ce qu'on appelle plus court. Je vais tirer plus court, donc je vais être beaucoup plus nerveux au départ, et je vais avoir moins d'allonge, moins de vitesse de pointe. Mais je vais être beaucoup plus nerveux. Si je suis beaucoup plus nerveux, bah là, ça va être une vraie balle. Or, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est plutôt d'avoir quelque chose d'un peu plus calme. Alors, pas de transformer en pépère, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus calme. Donc si je mets un pignon plus grand, mon moteur va avoir un petit peu moins de nervosité, ça va être moins, pour une puissance donnée, il va avoir moins de nervosité, donc il va avoir tendance, peut-être, parce qu'il faut quand même faire des essais, parce que là on parle que d'une dent, peut-être à se lever un peu moins. Alors aussi, à tirer plus long, à avoir une vitesse de pointe plus importante. Alors ça, quelque part, je m'en moque. Mais c'est le second effet qui se coule en fait. Un pignon plus court, il va être plus nerveux, mais moins de vitesse de pointe. Un pignon plus long, avec une dent de plus, il va être moins nerveux, mais avoir plus d'allonge. Il faut trouver le bon compromis par rapport à ce qu'on souhaite, la façon dont on souhaite piloter et ce qu'on recherche avec le véhicule. Moi, ce véhicule me va très bien en vitesse de pointe tel qu'il est là, même si j'ai pas été à fond, mais de ce que je peux voir, ça tourne pas mal. Mais je voudrais qu'il soit juste un peu plus calme en accélération. Pour pouvoir, voilà, tout simplement, moi je vais faire du badge, mais je vais faire aussi des petites pistes 1/5e ou 1/8e. Sur une piste 1/8e, pouvoir en réception de saut, remettre un peu les gaz sans tout de suite que le nez se lève, puisque si le nez se lève avec une autre bosse approche, toujours un peu embêtant. Voilà, faut pouvoir. Alors ça demande aussi de la maîtrise au niveau de la gâchette, mais l'histoire du pignon est à creuser. À prendre en compte, quand on monte en pignon, pour résumer, sans trop rentrer en détail et trop technique, quand on monte en pignon, le moteur peut forcer plus. Donc il y a un moteur qui force plus, ça peut être un moteur qui chauffe plus. Alors même si les données constructeurs, dans le petit tableau, on voit qu'on peut mettre un pignon d'une voire deux dents de plus, à voir la différence de température. Parce qu'il ne faut pas non plus monter trop haut en température pour un moteur qui dépasse les 80 degrés. Sauf qu'un moteur Brushless, quand on est déjà à 90, 100 degrés, on commence à être bien. Là, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter dans les phases de test. Et c'est pour ça qu'après 2 packs, moi j'ai un peu regardé tout ça, j'ai testé là après 2 packs la main dessus sans aucun problème. Donc ça va. Mais en mettant un pignon plus haut,
En calmant un peu au niveau des amortisseurs, en travaillant un peu sur les huiles, il se peut très bien que le moteur chauffe beaucoup plus. Alors effectivement, on va peut-être trouver notre solution, mais avoir un moteur qui chauffe plus. Donc à voir jusqu'à quel degré, jusqu'à quelle notion de température on va monter, tout en étant raisonnable pour le moteur. Alors après, peut venir s'adjoindre une petite option qui est un ventilateur avec un petit dissipateur, hein, qui d'ailleurs ça se fait beaucoup, et je risque d'y passer aussi, de façon à quand même avoir une température, même si là en ce moment il fait frais, avoir une température qui soit correcte et pas monter trop haut. Il ne faut pas oublier que non plus, quand il va commencer à avoir les chaleurs des beaux jours, le véhicule bien en main, le véhicule réglé, c'est là où on peut vraiment profiter, et là on peut très vite enchaîner les packs, et là ça peut vraiment... Donc voilà, au niveau du ressenti de pilotage, vraiment un véhicule super fun à piloter, puissant, nerveux, et qui demande un peu de maîtrise pour en profiter d'une part, et pour pas partir en cacahuète dans un virage ou dès qu'on fait une petite bosse, quoi. Donc voilà, il y aura ça à voir au niveau du... Voilà. Autre point, alors tout à l'heure on parlait des pneus. Les pneus avant quand ils se lèvent, ils ballonnent, c'est-à-dire qu'ils ont un effet de ballonnement, mais pas si important que ça. Moi j'aime pas ça, les pneus qui ballonnent, j'aime pas les pneus qui se transforment en vinyle, là, 33 tours. Hein. Là ça va, ils ballonnent mais pas de trop, donc c'est plutôt un bon point pour les pneus, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure. Autre point, on va dire négatif, hein, même si c'est pas vraiment négatif, le pignon c'est pas vraiment négatif, c'est moi par rapport à ma conduite. Il y a des gens qui adorent que le véhicule se lève tout le temps. Bon, bah, très bien. Moi, je suis pas forcément fan du truc qui se lève tout le temps. J'aime bien qu'il se lève quand je le demande, mais quand je veux faire un départ un peu violent, j'aime bien quand même qu'il se lève pas complètement, voilà, ou qu'il se retrouve pas sur le dos, quoi. Bon, voilà, donc c'est à la fois la maîtrise à la fois au niveau du pilote qu'il faut travailler, mais au niveau réglage, différents réglages de la machine pour avoir ce bon compromis. Un point qui, à mon avis, pour moi personnellement, est un peu négatif, c'est le cerveau. Alors le cerveau, c'est un 25 kg, mais moi j'ai roulé dans de la pelouse, sur du bitume, c'est pas violent, et puis ça braque pas terrible. Hein. Enfin, en tout cas, quand on a les roues, alors sur le support ça braque nickel, au sol, alors forcément, si vous prenez une bonne vitesse, là ça tourne, mais c'est pas violent. Je vais très certainement passer sur l'option du cerveau supérieur dans la gamme. Alors j'ai plus son petit code, mais qui est entièrement noir, et qui lui fonctionne en 7 volts 4, parce que celui-ci on est en 6 volts. Il fonctionne en 7 volts 4, et donc en 7 volts 4, il est plus couplé et plus rapide. Donc il aura un peu moins de mal que celui-ci à emmener ces deux roues-là, en sachant que celui-ci c'est déjà un bon cerveau. Hein. Vous avez des cerveaux moins bons. Et il existe aussi d'autres types de cerveaux assez costauds. Mais je vais d'abord prendre le Coralie qui est en 7 volts 4, parce qu'il a l'air, il a une bonne performance et ça devrait déjà être nettement meilleur. C'est le cerveau, si je dis pas de bêtises, qui équipe les Buggy 6S, j'ai oublié leur nom, c'est ballot, qui sont sortis aussi en 2021 en 6S. Ils ont le nouveau cerveau qui est en 7 volts 4. 7 volts 4, c'est la puissance nécessaire au cerveau pour être, je dirais, à pleine capacité. Couramment, les cerveaux sont 6 volts. Aujourd'hui, il y a des cerveaux 7 volts 4. Et à partir du moment où le variateur dispose d'un bec capable d'envoyer 7 volts 4, c'est génial. Vous validez dans les réglages du variateur 7 volts 4, vous avez un cerveau 7 volts 4, et là c'est super. Si vous validez 7 volts 4 et que vous avez 6 volts, là le cerveau il va pas faire long feu, il va cramer tout de suite. Pardon. Mais déjà avoir un cerveau en 7 volts 4, il sera plus rapide, plus coupleux, ce sera un peu mieux pour la direction. Parce que là, c'était quand même parfois un peu... Bon. Voilà, au niveau suspension, super. Super travail de suspension, les réceptions d'os d'enfer. Route cabossée nickel. Voilà un petit peu pour le petit point après les deux runs. Donc, une vis de dévissé sur la barre à Karmann. Bon, voilà. Rien n'a bougé, rien n'a pété malgré une belle gamelle. D'un autre côté, heureusement, l'aileron a fait son office, hein, il a bien protégé, voilà, bon, très bien. Et puis au niveau ressenti pilotage, franchement, je suis content du véhicule. Là, le fait qu'il lève et la direction, ça m'inquiète pas du tout, ça c'est du réglage, ça fait partie du modélisme aussi. Hein. Ça boit des véhicules RTR ready to play, ready to run. Oui, effectivement, vous le sortez, vous pouvez rouler, mais et ça va convenir à, je sais pas moi, 70-80% des gens qui vont acheter ce type de véhicule, et encore que, comme c'est un véhicule assez technique et assez spécifique, c'est plutôt destiné à des gens qui s'y connaissent. Donc,
Mais l'intérêt du modélisme aussi, et c'est pour ça qu'on fait des chaînes voilà, et qu'on en discute, c'est de trouver des petits réglages aux petits oignons, donc de modifier certaines choses. Je n'ai jamais eu de véhicule, y compris les buggy 1/8 quand je faisais un petit peu de compétition sur piste, et c'est même encore pire, où vous ne passez pas un temps fou à les régler, à les optimiser, ça fait partie du, voilà, ça fait partie du plaisir. Donc là, ça roule super, c'est d'enfer, on pourrait se contenter de ça, tirer un peu moins sur la gâchette au départ, faire un braquet un peu plus long. Bon, bah là, on va essayer d'optimiser tout ça pour pouvoir tirer plus vite sur la gâchette, avoir plus de sauce, et puis qu'il soit un peu plus précis, un peu plus nerveux au niveau de la direction. Sinon, race, c'est génial. Hein. Là, tout ce qui est protection, les tourelles d'amorto, les renforts du châssis, ça existe en alu, mais là, pour l'instant, bon, encore une fois, j'ai fait que 2 packs, hein, mais je me suis pris de belles pelles quand même. Bon, après, on va insister, on va voir un petit peu, mais là, honnêtement... Ah si, j'ai oublié une chose. Ah, j'avais oublié. On va presque faire une checklist. Alors, hop, je passe derrière la caméra. Ah, si je vais me mettre à faire des films, moi, bientôt. Alors, j'en avais parlé dans la première vidéo. Hop, le bac à lipo, super, plusieurs réglages, des tas de trucs, c'est génial. Là, moi, actuellement, je suis en 2x3S pour avoir 6S. Ça rentre nickel, elles sont calées là-dessus, pas de souci. Alors, moi je les mets comme ça, autre solution, on peut effectivement les mettre comme ça, l'une sur l'autre, peu importe. Ça ne change rien à ma petite problématique, même si moi je préfère les mettre debout. Alors je vais les mettre et je vais vous faire un gros plan. Même si je préfère les mettre debout parce que elles sont du coup déjà naturellement calées. Alors que si elles sont couchées l'une sur l'autre, elles sont moins bien calées. Donc voilà. Accu. Hop, on voit voilà, les 2 accus, alors c'est du Gen Ace, hein, voilà, la référence bashing. Voilà. Elles sont comme ça, donc là elles sont déjà naturellement calées. Mais on va tout de suite. Alors, je ne vais pas mettre le velcro pour l'instant, je vais mettre dessous. Mon petit problème, alors après, un problème, hein, parce que je chipote. Hein, bon. Alors ça vient peut-être aussi de quand je faisais de la buggy, hein, voilà, parce que la buggy, on était au programme près, mais bon, on était un peu psychopathe du poids. C'est que si je prends en compte, si je branche mes 2 accus, regardez-moi la longueur de fil que j'ai là. Là, il y a du câble. Hein. Alors, je peux coincer avec les velcro, mais j'ai des boucles ici, enfin j'ai énormément de câbles. Donc moi, ce que je vais faire dans un prochain temps, je vais raccourcir des câbles. Alors, pas ceux de la batterie, parce qu'il faut savoir que ces batteries-là peuvent être utilisées dans un autre véhicule, hein, mais ceux-là que je trouve bien trop longs. Si déjà on les raccourcissait de 3 cm, par rapport à ici, on arrive là, c'est toujours largement faisable. On peut raccourcir de 2 à 3 cm facile. Et donc, ce serait plus facile aussi après pour passer nos câbles dans le velcro pour éviter que tout ça, ça ne bouge. Puisque l'intérêt aussi, si on peut que ça se prenne dans je sais pas trop, ou quand on a une gamelle, qu'il n'y a pas une branche qui sort là-dedans, c'est de pouvoir fixer nos câbles avec les velcro. De façon à ce que ça ne bouge plus. Voilà. Donc forcément, moins il y a de câbles, plus c'est facile. Donc voilà, c'était la petite note accu, donc les accus, voilà. Là. Hop là, bashing, 5000 mAh. Alors à savoir, hein, 2 accus comme ça, j'ai tenu, j'ai pas fait gaffe, mais j'ai tenu ouais, pour loin de 15 minutes, je crois, à peu près, hein, pour loin de 15 minutes. Donc voilà, il y avait ça aussi, c'est cette histoire de câble que je vais certainement raccourcir un petit peu, ouais, voyez un petit peu là au-dessus de mes doigts, je vais à peu près raccourcir ça, que ce soit un peu moins long, voilà, parce que là c'est un peu trop long. Ça fait plein de câbles partout, bon voilà. Donc voilà. Bon, moi je vais redémonter 2-3 trucs pour faire un nettoyage un peu plus complet. On va voir tout ça, les roulements, mais... Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à marquer tout ça dans les commentaires. Mettre aussi si vous avez des sujets qu'on souhaite aborder. Les prochaines vidéos, puisque la chaîne que je crée, elle est quand même destinée au modélisme non compétiteur et puis débutant. Hein. C'est pour ça que j'essaie de utiliser des termes techniques et je vais essayer d'aborder tous les sujets. Il existe plein de chaînes pour les gens déjà expérimentés, des super chaînes même, hein, que je pourrais mettre en commentaire, mais il existe des chaînes françaises en plus, hein, qui expliquent très bien les choses, qui ont déjà testé ces véhicules-là, mais qui, de par leur habitude, de par leur expérience, n'ont pas toujours un discours toujours adapté aux débutants. Moi, j'ai pas mal roulé avec différents véhicules, mais je me considère comme un débutant.
On fera une vidéo détaillée sur les lipos, les accus en fait, hein, voilà, les S, le taux de décharge, toutes ces choses-là, à quoi ça sert, enfin, qu'est-ce qu'on entend par là. On fera une vidéo sur les moteurs, parce que quand je vous dis que c'est un moteur, un KV de 25, enfin un moteur 20-50 kV, qu'est-ce que ça veut dire KV, c'est kilo, c'est voiture, c'est kilo voiture, enfin, aucune idée. Le variateur, pas mal de choses à dire dessus, donc on fera des vidéos dédiées. On fera une vidéo dédiée variateur moteur, on fera une vidéo dédiée sur les accus, de façon à ce que vous ayez un petit peu le spectre total de quand j'achète une voiture RTR, de quoi je cause, voilà. On fera des vidéos un peu plus orientées mécanique, sur le changement, d'ailleurs quand je ferai le changement des huiles, des différentiels, je ferai une vidéo. Enfin voilà, le démontage du moteur pour changer le pignon, on fera une vidéo. On fera des vidéos pas forcément très longues, mais techniques sur comment on change un pignon, comment on change une huile d'olive, comment on remplace l'huile de l'amortisseur, voilà. Tout simplement des vidéos techniques, mais à la portée de tous pour pouvoir profiter pleinement de son véhicule. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et puis mettre un petit pouce bleu. Puis je vous dis à bientôt.